On est début 2026. Et là, une crise diplomatique, mais alors majeure, est en train de secouer toute l'alliance transatlantique. Au cœur de la tempête, on retrouve le Groenland. D'un côté, on a le président américain Donald Trump, et de l'autre, ses alliés européens qui sont en plein milieu d'une guerre des nerfs où les enjeux sont absolument énormes. Alors, comment est-ce que la situation a pu devenir aussi tendue aussi vite? L'année vient à peine de commencer et déjà, les relations entre les États-Unis et leurs partenaires les plus proches semblent vraiment sur le point de craquer. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est vraiment le ton. Cette phrase, elle sort d'une lettre de Donald Trump au Premier ministre norvégien. C'est juste hallucinant. Elle a été envoyée juste après que la Norvège ait participé à la décision de ne pas lui donner le prix Nobel de la paix. Ce n'est plus une simple menace voilée, là. C'est une déclaration qui change complètement les règles du jeu diplomatique. Et cette rhétorique, disons, agressive, elle se traduit en actions bien concrètes. Les États-Unis sont là à brandir la menace de sanctions économiques contre plusieurs de leurs alliés de l'OTAN. Et pourquoi? Tout simplement parce que ces pays ont osé envoyer une mission symbolique au Groenland, histoire de défendre son intégrité territoriale face aux ambitions américaines. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette crise est sortie de nulle part ou est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose qui couvait depuis un moment? Pour comprendre, il faut qu'on revienne 1 an en arrière. Allez, on rembobine. Veillons voir comment on en est arrivé là, étape par étape. Tout ça, ça commence avec un changement radical de la politique étrangère américaine. Le 20 janvier 2025, pendant son discours d'investiture, Donald Trump annonce cette fameuse nouvelle doctrine. L'idée est hyper claire. Pour lui, les États-Unis doivent à nouveau être une nation qui étend son territoire et sa richesse. C'est une rupture, mais totale, avec des décennies de politique étrangère américaine. Cette chronologie, elle montre parfaitement l'escalade. Au début, en mars 2025, quand Trump menace le Canada, les Européens n'y croient pas du tout. Ils disent que c'est une blague. Du coup, ils choisissent l'apaisement en signant un accord commercial très favorable aux États-Unis. Mais cette stratégie s'avère être un échec complet. Début 2026, juste après une intervention au Venezuela, les menaces contre le Groenland reviennent et cette fois, elles sont plus fortes que jamais. Donc voilà, le point central, c'est ça. La stratégie européenne d'apaisement a eu l'effet exactement inverse de ce qu'ils espéraient. En pensant calmer le jeu, les dirigeants européens n'ont fait qu'encourager l'administration Trump à aller encore plus loin. Ils se retrouvent aujourd'hui avec un problème qu'ils ont, en quelque sorte, contribué à créer eux-mêmes. Alors face à cette offensive, on pourrait s'attendre à avoir un front européen bien uni, bien solide. Mais la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Voilà la liste des pays directement visés par les menaces. Et attention, on ne parle pas d'acteurs de second plan, hein. Ce sont des piliers de l'Alliance. Le fait de les cibler tous en même temps, ça montre bien à quel point Washington est prêt à tout bousculer. Et la réaction est loin d'être unanime. En France, Emmanuel Macron parle d'utiliser l'outil anti-coercition de l'UE, un mécanisme de défense commerciale qui est fait pile pour ça, pour riposter à ce genre de pression. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, Keir Starmer, lui, veut à tout prix éviter la guerre commerciale, il appelle à la discussion. Et puis en Italie, Giorgia Meloni minimise tout ça, elle parle d'un simple malentendu. Cette division, c'est exactement ce sur quoi l'administration américaine compte. Mais est-ce que cette image d'une Europe faible, divisée, c'est la seule façon de voir les choses? Il y a des analystes qui pensent que le vieux continent a peut-être plus de cartes en main qu'on ne le croit. C'est la question clé. Et si, malgré les apparences, l'Europe était en fait en position de force pour résister? Regardons un peu les faits. D'abord, il y a la force du nombre. Si on inclut le Royaume-Uni, on parle d'un bloc de 28 nations. Alors oui, on vient de voir qu'ils sont divisés. Mais sur la scène mondiale, 28 voix, même si elles ne sont pas toujours d'accord, ça pèse beaucoup plus lourd qu'une seule. Face à une politique américaine qui cherche à isoler, l'existence même de ce bloc force une négociation sur un tout autre niveau. C'est un poids diplomatique qu'on ne peut juste pas ignorer. Ensuite, le poids démographique. 500 millions de personnes. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est l'un des plus grands marchés de consommateurs au monde. Et dans un conflit qui se joue à coups de tarifs douaniers, ça, c'est une arme redoutable. Menacer ce marché, c'est menacer les exportations américaines et donc les emplois américains. C'est un levier de dissuasion économique absolument massif. Et enfin, le plus évident, la puissance économique. C'est la deuxième économie du monde. Ça veut dire que l'Europe peut non seulement absorber des chocs économiques, mais elle peut aussi en infliger. Des contre-sanctions européennes, ce ne serait pas juste symbolique, ça aurait un impact direct et douloureux sur l'économie américaine. Et ça, cette capacité de riposte, ça change complètement la dynamique du pouvoir. Et au-delà de ces gros chiffres, il y a des avantages stratégiques très concrets. D'abord, l'argument de l'abandon de l'Ukraine par les États-Unis a moins de poids, parce que, soyons honnêtes, ce désengagement est déjà en cours.
Ensuite, et ça c'est crucial, la politique de Trump sur le Groenland ne fait pas du tout l'unanimité chez lui. Des sources disent même qu'elle est impopulaire auprès de sa propre base électorale. Et enfin, le timing. Agiter la menace d'une guerre commerciale juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, c'est toucher un point très très sensible pour n'importe quel président. Tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. La tension est vraiment à son maximum et les prochaines heures vont être décisives. Le calendrier est ultra serré. D'un côté, on a Donald Trump qui doit prendre la parole à Davos, la tribune idéale pour potentiellement jeter de l'huile sur le feu. Et de l'autre, les dirigeants européens qui vont se réunir en urgence à Bruxelles pour essayer de trouver une position commune. Et au milieu de tout ce bras de fer entre grandes puissances, il ne faut surtout pas oublier l'essentiel. C'est le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, qui l'a rappelé avec force, c'est au peuple groenlandais de décider de son avenir. Sa déclaration, qui salue le soutien européen, remet le débat là où il devrait être, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors que tout le monde se prépare pour ces rencontres cruciales, la question reste entière. Est-ce que cette crise va forcer l'Europe à enfin affirmer son autonomie stratégique, à entrer dans une nouvelle ère? Ou bien est-ce qu'on va assister à la fracture définitive d'une alliance qui a défini l'ordre mondial pendant presque un siècle? L'avenir des relations transatlantiques, il se joue peut-être en ce moment même.